je voulais que ça marche. Michel Sardou mort, la phrase qui a fait trembler la France. Il y a des morts qui font du bruit, des annonces officielles, des flashs spéciaux, des visages graves à l'antenne. Et puis, il y a celles qui s'installent autrement, silencieuses, insidieuses, acceptées presque sans résistance. Le 26 janvier 2026, la France a cru perdre Michel Sardou. Non pas dans un hôpital, non pas dans une chambre entourée de proches, mais sur un écran de télévision, en bas d'un bandeau d'information, entre deux débats, entre deux opinions, entre deux respirations médiatiques. Une simple phrase, quelques mots, un conditionnel. Michel Sardou aurait eu 79 ans. Rien de plus. Et pourtant, tout a basculé. Pourquoi cette phrase a-t-elle suffi à glacer le sang de milliers de Français? Pourquoi tant de gens ont-ils cru, sans vérifier, que leur idole avait disparu? Pourquoi cette mort a-t-elle semblé immédiatement plausible? Et surtout, comment une figure aussi monumentale que Michel Sardou a-t-elle pu devenir si silencieuse que sa disparition paraisse logique? Ce jour-là, ce n'est pas seulement une erreur médiatique qui s'est produite. C'est une faille, une fissure dans la mémoire collective, un révélateur brutal de notre rapport au vivant que l'on a déjà commencé à enterrer. Un matin ordinaire, les cafés chauffent, les radios murmurent, les téléviseurs s'allument sans intention particulière. Sur RMC Story, l'émission Les Grandes Gueules suit son cours. Un débat de plus, des opinions qui s'entrechoquent. Rien d'exceptionnel. Puis vient un moment anodin, un anniversaire, un nom, Michel Sardou. On évoque rapidement l'homme, sa carrière, son âge. Un hommage bref, presque mécanique, comme on en fait tant pour les grandes figures qui appartiennent déjà inconsciemment au passé. Et soudain, en bas de l'écran, musique suspendue, Michel Sardou aurait eu 79 ans. Le conditionnel est là, discret, mais implacable. Dans l'esprit du téléspectateur, il n'y a pas d'ambiguïté grammaticale. Cette formulation signifie une seule chose, une seule. Michel Sardou est mort. Dans les salons, les regards se figent. Dans les bureaux, les téléphones se lèvent. On capture l'écran. On partage. On alerte. Les réseaux sociaux s'embrasent en quelques secondes. Sur X, anciennement Twitter, les hashtags surgissent comme des réflexes conditionnés. RIP Michel Sardou. Sardou. Triste nouvelle. Les hommages affluent, désordonnés, précipités. Des paroles de chansons postées à la hâte, des souvenirs de concerts racontés avec émotion, des messages écrits comme des adieux. Certains pleurent vraiment, d'autres ressentent ce choc étrange, ce pincement au cœur qui accompagne toujours la disparition d'une voix familière. Même ceux qui ne l'écoutaient plus ressentent quelque chose. Parce que Michel Sardou, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, fait partie du décor émotionnel français. Pendant ce temps, sur le plateau, rien. Les chroniqueurs continuent à parler. Ils ne voient pas le bandeau. Ils n'entendent pas la tempête qui gronde déjà à l'extérieur du studio. Il faudra de longues minutes, une éternité en direct, avant que l'erreur ne soit enfin détectée. Le bandeau change. Aujourd'hui, Michel Sardou fête ses 79 ans. Mais il est trop tard. Le mal est fait. Des captures d'écran circulent partout. Des médias étrangers reprennent l'information sans vérification. La rumeur devient quasi officielle. La mort symbolique est actée. Dans la soirée, un communiqué tombe. Sec. Bref, presque froid. Michel Sardou va très bien. Il fête son anniversaire chez lui, au calme. Merci de respecter sa tranquillité. Soulagement. Colère. Incompréhension. Comment une chaîne nationale a-t-elle pu commettre une telle erreur? Comment cette phrase aussi lourde de sens a-t-elle échappé à toute vigilance? Mais derrière l'indignation, une question plus dérangeante commence à émerger. Une question que peu d'osent formuler à voix haute. Et si cette confusion n'avait été possible que parce que Michel Sardou avait déjà disparu depuis longtemps? Pas physiquement, mais symboliquement. Musique plus grave? Car au fond, si la France a cru à sa mort ce jour-là, c'est peut-être parce qu'elle s'était déjà habituée à son absence. Avant d'être un nom, avant d'être une voix, avant d'être une polémique permanente, Michel Sardou est un enfant. Il naît le 26 janvier 1947 dans le 16e arrondissement de Paris. Un quartier calme, bourgeois,
presque feutré. Mais derrière cette façade, une maison déjà pleine de bruit, de voix, de textes, de scènes. Michel Charles Sardou est le fils de Fernand Sardou, comédien populaire, figure du théâtre et du cinéma français, et de Jackie Sardou, chanteuse puis actrice, femme de caractère, personnalité flamboyante, parfois écrasante. Il ne naît pas dans l'ombre, il naît dans les coulisses. Dès l'enfance, tout semble écrit d'avance. Les projecteurs, les applaudissements, la scène comme horizon naturel. Mais très tôt, Michel résiste. Il n'aime pas l'idée d'être le fils d'eux. Il n'aime pas les injonctions. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit devenir. L'enfant est turbulent, insolent, parfois violent dans ses mots. À l'école, il accumule les renvois. Il provoque. Il teste les limites. Ce n'est pas encore un artiste. C'est déjà un opposant. Il rêve de cinéma, pas de chansons. Il veut être acteur, comme son père, mais autrement, à sa manière. Les études sont chaotiques, les relations familiales tendues. Jackie Sardou, exigeante, autoritaire, ne comprend pas toujours ce fils qui refuse les chemins tracés. Michel, lui, étouffe. À 19 ans, il quitte la maison, sans argent, sans diplôme, avec une colère sourde et une envie brûlante de prouver qu'il existe. Les débuts sont humiliants. Petit boulot, errance, doute. La scène ne l'accueille pas encore. Elle l'ignore. Et puis la chanson s'impose presque par accident. Un refuge, un exutoire. À la fin des années 1960, Michel Sardou enregistre ses premiers 45 tours. Personne ne les écoute vraiment. Ils passent inaperçus. Les radios ne suivent pas. Le public non plus. L'échec est total. Mais Sardou apprend déjà quelque chose d'essentiel. La reconnaissance ne viendra pas par la douceur, ni par la séduction. Alors il change de stratégie. Il cesse de vouloir plaire. Il commence à dire ce qu'il pense, dire ce qui dérange, dire ce que d'autres taisent. En 1970, tout bascule. Il sort Les Ricains, un hommage frontal aux soldats américains débarqués en France. Un texte à contre-courant, dans une France encore marquée par l'après-guerre et les tensions idéologiques. La chanson choque, les radios la censurent, les intellectuels s'indignent, la gauche hurle, la droite récupère. Michel Sardou découvre alors une vérité qui ne le quittera jamais. Sa voix divise autant qu'elle fascine. Il devient, presque malgré lui, l'enfant terrible de la chanson française. Chaque nouveau titre devient un chant de bataille. La France, je suis pour. Des chansons qui déclenchent des débats, des polémiques, parfois des manifestations. On l'accuse d'être réactionnaire, provocateur, dangereux. Lui refuse les étiquettes. Il ne se dit ni de droite ni de gauche. Il se dit libre. Libre de chanter ce qu'il pense, libre de choquer, libre de déplaire. Mais derrière la provocation, il y a un artisan, un travailleur obsessionnel. Chaque mot est pesé, chaque arrangement est contrôlé. Sardou admire Brel, il respecte Brassens, mais il refuse de leur ressembler. Il ne veut pas être poète, il veut être miroir, un miroir brutal de la société française, sans filtre, sans concession. Année après année, disque après disque, il construit un répertoire dense, puissant, dérangeant. Pendant que d'autres cherchent l'unanimité, lui choisit ses combats. La famille, la nation, la mémoire, la guerre, le vieillissement, l'amour qui fait mal. Aucun sujet n'est interdit tant qu'il le touche. Dans les années 1980, alors que les radios FM explosent et que de nouvelles idoles apparaissent, Michel Sardou ne disparaît pas. Il s'impose. Il ne cherche pas à être moderne. Il cherche à être intemporel. Et il y parvient. Mais cette omniprésence a un prix. Les médias le caricaturent. On le décrit en beauf en costume, en chanteur réac, en symbole d'une France ringarde. Sardou encaisse et continue. Car pendant que les critiques parlent, le public achète, chante, remplit les salles, fidèle, silencieux, par millions. Mais derrière la voix puissante et l'attitude inflexible, une fatigue s'installe, lentement, insidieusement. Très tôt, Sardou confie son malaise face à la célébrité. On croit que je suis dur, autoritaire, mais je suis fatigué des projecteurs. Cette phrase, il la prononce bien avant que le public ne la comprenne. Car pendant que la France le voit comme un monument inébranlable, Michel Sardou, lui, commence déjà à chercher la sortie. Et cette quête de silence ne fait que commencer. Il arrive toujours un moment où la contestation devient domination, où l'artiste que l'on critique
devient celui que l'on ne peut plus ignorer. Pour Michel Sardou, ce moment arrive au début des années 1970. En 1973, une chanson change tout. La maladie d'amour. Un titre simple, presque naïf en apparence, mais terriblement efficace. La chanson envahit les radios, les fêtes de famille, les voitures, les bals populaires. En quelques semaines, elle dépasse le cadre du succès. Elle devient un phénomène de société. Michel Sardou n'est plus seulement un chanteur controversé. Il est désormais une voix intime, celle que l'on parle d'amour, de manque, de fragilité, celle que l'on fredonne sans même s'en rendre compte. À partir de là, tout s'accélère. Album après album, les chiffres explosent. Les salles se remplissent. Les tournées affichent complet des mois à l'avance. Sardou devient une machine à succès, mais une machine habitée. Car derrière chaque tube, il y a une intention, un regard sur la France, une photographie émotionnelle du pays. Il chante les parents dépassés, les enfants perdus, les couples qui s'aiment mal, les hommes fatigués, les femmes blessées, les souvenirs d'enfance, les regrets. Puis viennent les hymnes. Je vais t'aimer. Une déclaration démesurée, physique, brûlante. Le France. Une chanson sur la fin d'un paquebot mythique, mais surtout sur la nostalgie d'un pays qui doute. Et puis les lacs du Connemara. Une ouverture orchestrale grandiose, presque cinématographique. Une montée progressive, une explosion finale. Le morceau devient instantanément mythique. On le chante dans les stades, dans les mariages, dans les fêtes de village, dans les karaokés les plus improbables. Ce n'est plus une chanson, c'est un rite. Michel Sardou ne fait plus que vendre des disques. Il construit une mythologie populaire. Son style est reconnaissable d'entre mille. Un lyrisme assumé, des refrains martelés, des textes qui n'arrondissent jamais les angles. Certains parlent de kitsch, d'autres de génie, mais personne ne reste indifférent. Sur scène, Sardou impose une présence singulière. Il ne danse pas, il ne joue pas d'instrument, il ne cherche pas à séduire. Il est debout, souvent immobile, vêtu d'un costume sombre. Et pourtant, dès qu'il ouvre la bouche, la salle bascule. Sa voix grave remplit l'espace. Elle enveloppe, elle percute. Les spectateurs pleurent, chantent, crient. Michel Sardou devient un prêcheur laïque, un tribun émotionnel. Autour de lui, une équipe fidèle. Musiciens, techniciens, arrangeurs, tous racontent la même chose. Un perfectionniste obsessionnel, exigeant, parfois dur, mais toujours juste. Sardou ne supporte pas l'après-près. Il exige l'excellence, de lui-même, des autres. Pour lui, chanter n'est pas un divertissement, c'est une mission. À cette époque, il est partout. Télévision, radio, dîners officiels, hommages nationaux. Même ceux qui le critiquent le respectent, parce qu'il est devenu incontournable. Il incarne une certaine France, une France passionnée, nostalgique, excessive, contradictoire. Mais au sommet de cette montagne de succès, un vertige apparaît, car une question commence à le hanter. Que reste-t-il quand on a tout conquis? Peut-on vivre éternellement sous les applaudissements? Et surtout, que se passe-t-il quand la lumière finit par s'éteindre? Au début des années 2000, après plus de 30 décennies de domination, Michel Sardou commence à parler d'adieu. Il évoque la fatigue, la douleur physique, la difficulté de retrouver sa voix chaque soir. Le public écoute, mais ne l'y croit pas vraiment. Sardou a déjà annoncé son départ tant de fois. Et pourtant, cette fois, quelque chose sonne différemment. En 2001, il annonce officiellement qu'il quitte la scène. La tournée d'adieu est un raz-de-marée. Les salles sont pleines à craquer. Les fans viennent dire merci, dire au revoir. Les larmes coulent. Les ovations durent de longues minutes. Sur scène, Sardou, les yeux humides, salue comme s'il fermait définitivement le rideau. Mais le silence ne durera pas, car Michel Sardou vient de découvrir une autre vérité, tout aussi implacable que la première. L'absence est parfois plus douloureuse que la fatigue. Quand Michel Sardou remonte sur scène après ses adieux de 2001, le public applaudit. Mais quelque chose a changé. Ce n'est plus le même regard, plus la même urgence, plus la même rage. En 2004, il revient avec un nouvel album. La voix est toujours là, puissante, intacte. Mais les textes sont différents, plus apaisés, moins frontaux. Sardou ne cherche plus à provoquer. Il observe, il constate, il se raconte. Il l'avoue à demi-mot. L'absence lui a manqué, la scène lui a manqué, l'adrénaline, le public, le rituel. Je suis condamné à chanter, même quand je crois vouloir m'arrêter. Cette phrase résume tout. Sardou n'est plus porté par le désir de conquête. Il est retenu par l'impossibilité de partir. À partir de là, une mécanique étrange s'installe.
Chaque tournée est annoncée comme la dernière, chaque retour comme un miracle, chaque départ comme définitif. En 2011, Dernière danse. Le titre est clair, sans ambiguïté. Les concerts sont chargés d'émotions. Le public sent que quelque chose se termine vraiment. Sardou, sur scène, est plus raide, moins bavard, plus distant. Puis pourtant, encore un retour. En 2017, une série de concerts sobrement intitulée « La dernière ». Cette fois, plus personne n'est dupe. Mais tout le monde revient quand même. Pour fidélité, pour nostalgie. Parce que Sardou, c'est une partie de leur vie. Mais derrière les ovations, un malaise grandit. Dans les interviews, le ton change.